L'enregistrement est lancé. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet épisode, nouvel épisode des chroniques Melchion pour l'entrepreneur. Vous le savez, tous les vendredis à 10h30, nous évoquons des sujets que nous pensons intéressants pour les entrepreneurs et nous les mettons à disposition sur la chaîne YouTube de Melchion Chassagne et compagnie. Aujourd'hui, deux chroniques. Une première chronique, je vais démarrer dans quelques instants pour parler à nouveau d'inflation. Vous vous souvenez qu'on a évoqué la question de l'inflation et maintenant nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'un entrepreneur peut faire face à cette situation finalement nouvelle, puisque nous n'avons pas vraiment connu de sujet d'inflation ces dernières années et que la période de surinflation, c'était 73-85. Et donc, du coup, les gens qui avaient 30 ans en 73, ils en ont 80. Donc, nous allons devoir ensemble construire des réponses pour répondre à ce défi de l'inflation. Et puis tout à l'heure, nous accueillerons Thierry Willem. Thierry, c'est un manager d'entreprise financière, donc notamment il a dirigé IBM Financing, il a dirigé GE Financing, il est aujourd'hui vice-président d'une filiale de la Poste qui s'occupe de leasing. Et il est également un manager très bienveillant, très tourné vers l'humain. Il viendra nous parler de la raison de la bienveillance, comment faire et la bienveillance et l'exigence vis-à-vis des collaborateurs, un sujet qui nous intéresse tous par rapport à notre façon de fonctionner avec nos collaborateurs. Et donc, je vais démarrer maintenant avec cette question sur l'inflation. Et l'inflation, que faire? Tout le monde voit mon écran? Moi, c'est encore noir. Ça met un peu de temps à charger, je pense. Ouais, moi, je ne vois, je vois pas de partager. Enfin, c'est noir aussi. Alors, c'est bon. C'est bon. Voilà, je m'en doutais. Et donc, vous vous souvenez peut-être que lorsque nous avons commencé à en parler, le 8 avril dernier, j'avais intitulé ma chronique « Inflation, danger » et que dans cette chronique, j'avais expliqué ce que c'est. Je vous rappelle donc l'essentiel de ce que j'ai dit lors de ma dernière intervention. Vous pourrez l'écouter en entier sur YouTube. L'inflation, c'est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie, qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Alors, c'est une définition, il y en a d'autres, mais c'est celle que je préfère, parce qu'elle rattache la naissance de l'inflation à la quantité de monnaie dans l'économie. Or, vous savez que on a créé beaucoup de monnaies nouvelles en Europe, 3 000 milliards, aux États-Unis, 3 500 milliards au cours des dernières années, et que l'essentiel, par exemple, des dollars en circulation ont été créés au cours des 2 dernières années, ce qui est absolument époustouflant. On n'a jamais connu. Ça se traduit par un démarrage incroyable de l'inflation, donc une augmentation générale et durable des prix. C'est un phénomène persistant qui fait monter tous les prix. C'est très différent d'une hausse de prix, par exemple, d'une catégorie, l'énergie ou le blé ou l'huile de tournesol, qui monte alors que tout le reste resterait stable. Là, on s'agit d'un phénomène qui touche l'ensemble des prix. Mais bien sûr, peuvent se rajouter des variations sectorielles. Le blé dont on parlait, l'huile dont on parlait, l'énergie dont on parlait. Donc, je rappelais qu'on parle de cycle inflationniste. D'accord ? C'est-à-dire que ça va durer, si c'est vraiment en train de démarrer, ça va durer quelques années. Et donc, vous allez être impacté, disais-je, au premier tour ou au deuxième tour. Ça, c'est des distinctions d'économistes. L'inflation de premier tour, c'est quand vos coûts directs augmentent. L'inflation de second tour, c'est quand on est obligé d'augmenter les salaires pour que les collaborateurs puissent continuer à avoir juste le même pouvoir d'achat qu'ils avaient avant l'inflation, et auquel cas, on parle d'inflation de deuxième tour parce que c'est le moment où elle se généralise. L'inflation devient générale dans l'économie. Les variations peuvent être brutales. Il y a des gens qui ont vécu une augmentation, multiplication par 50 ou par 100 des prix de certains composants électroniques. Ça crée donc des pilotages compliqués.
Et puis, je le rappelais en préambule, il y a peu d'entrepreneurs qui ont vécu des périodes durables d'inflation. Donc, c'est quelque chose dans lequel on est globalement démunis de réflexes. Donc, il va falloir recréer des réflexes. La conclusion de la chronique de début avril, c'était qu'il ne fallait pas se croire à l'abri de la vague, même si on n'était pas sujet d'inflation de premier tour, on allait avoir droit, probablement, c'est mon opinion, à une inflation de second tour, que la priorité 2022, c'était se préparer et adapter son entreprise. Et que ça devait être le sujet numéro un, il n'y en a pas d'autre. Alors, ça, c'était la couverture de The Economist de la semaine dernière. C'est en anglais, je vais le traduire en français pour ceux qui nous écoutent en podcast. C'est Benjamin Franklin qui se couvre le visage de ses mains avec juste son œil et le titre de The Economist, c'était La Fed a échoué, la Federal Reserve a échoué, comment l'inflation humilie la Banque centrale américaine. Le commentaire de l'article, le début de l'article, c'est les banques centrales sont supposées créer les conditions de la confiance dans l'économie en gardant l'inflation stable et basse. Ce sont deux choses différentes. Stable, c'est donc anticiper, on peut anticiper. Et basse, ça veut dire que c'est un target de 2 à 3% par an. La Fédérale Réserve américaine, dit The Economist, a connu une perte de contrôle à se faire dresser les cheveux. En mars, sur 12 mois, hein, les prix à la consommation étaient 8,5% au-dessus de l'année dernière, du mars de l'année d'avant. La croissance la plus rapide de l'inflation depuis 1981. Alors 1981, c'était à la fois hier et c'était à la fois il y a 40 ans. Donc, The Economist a, juste après Melchior, il faut le dire, saisi l'opportunité de parler de l'inflation. Mais non, c'est des sujets qui sont évidemment évoqués depuis des mois par tout le monde, parce que, évidemment, on s'en inquiète. Alors, quelles sont les mesures qu'on peut prendre quand l'inflation est là, qu'elle est durable et qu'elle est à un niveau élevé? Entre 1973 et 1985, les réponses classiques, ça a été d'augmenter ses prix, d'augmenter la productivité, de réduire ses coûts et de sécuriser ses approvisionnements. Globalement, ce ne sont pas de mauvaises stratégies. Ce ne sont pas de mauvaises stratégies parce que, à l'évidence, quand vos coûts augmentent, vous devez les répercuter à vos clients sous la forme d'augmentation de prix. Alors, j'attire votre attention sur le fait que normalement, vos conditions générales de vente devraient prévoir, ou en tout cas les contrats que vous signez avec vos clients, des clauses de révision de prix. C'est une bonne occasion d'aller regarder vos CGV et vos contrats. Deuxièmement, s'il y a une clause de révision de prix, est-ce qu'elle est basée sur un indice qui fonctionne? J'ai parlé avec des entrepreneurs il n'y a pas très longtemps qui ont eu des augmentations de coûts de l'année dernière de 20%, avec un indice qui lui-même n'a augmenté que de 3%. Ce qui veut dire qu'au terme de leur contrat, ils ont le droit d'augmenter les prix de 3% après avoir vu une hausse de leur coût de 20%. Okay. Donc, est-ce que vous avez une clause de révision de prix? Si vous l'avez, est-ce qu'elle est applicable? Est-ce qu'elle correspond à ce qui est en train de vous arriver? Deuxième grand levier, augmenter la productivité. Alors, comment ça se fait d'augmenter la productivité? Ça veut dire que pour chacun de vos collaborateurs, il y a plus de throughput, comme le diraient les partisans, comme nous, de la théorie des contraintes et donc de Goldratt. C'est le throughput par l'organisation qui augmente. Et donc, il faut s'intéresser à cet endroit, à l'augmentation de sa productivité. C'est ouvrir des chantiers qu'on n'avait pas forcément voulu ouvrir. C'est s'inquiéter de la productivité de chacun des collaborateurs.
Et c'est essayer de faire en sorte que d'une façon durable, avec le même nombre de collaborateurs, par exemple, on puisse faire plus de throughput. Réduire ses coûts. Alors, réduire ses coûts, c'est très intéressant. Ça n'est pas une stratégie à l'aveugle de cost cutting, quoique parfois on n'a pas le choix. Hein, quand la situation est terriblement dégradée, eh bien, pour essayer de la relever, on a parfois besoin d'une stratégie agressive. Là, ce que je vous propose, c'est de prendre simplement l'occasion de réviser le budget 2022 et de détailler à l'intérieur du budget ce qui relève des dépenses stratégiques et ce qui relève des dépenses courantes, et pour toutes les dépenses courantes, de les passer à la paille de fer. C'est l'occasion d'aller réviser ces contrats qui n'ont pas été révisés depuis longtemps et qui vont vous faire gagner peut-être 10, 15%, parce que vous aviez laissé déraper ces contrats, et peut-être d'ailleurs que vous n'y arriverez pas, parce que l'inflation sera peut-être là également chez ses fournisseurs, mais en tout cas, il faut se poser la question, dépenses stratégiques ou dépenses courantes, et sur les dépenses courantes, il faut aller négocier pied à pied chaque euro. Ça, c'est la réduction. Et enfin, c'est très intéressant, peut-être le vecteur le plus intéressant des années 73-85, qu'on peut réutiliser aujourd'hui, c'est sécuriser ses approvisionnements. Parce que si vous n'avez plus rien à vendre, et ça dépend de votre métier, hein, si vous vendez des consultants, et si vous n'avez plus de consultants à placer, ben vous avez beau avoir un marché qui croît avec de la demande, vous ne pourrez pas faire de chiffre d'affaires. Si vous vendez des objets, parce que vous êtes un industriel, par exemple, que vous fabriquez ou que vous assemblez, eh bien, vous êtes dépendant de votre supply chain. Et cette supply chain, aujourd'hui, elle est devenue très complexe. Entre d'un côté les problèmes chinois et de l'autre des problèmes en Ukraine, eh bien, vous avez des chaînes d'approvisionnement qui peuvent être bloquées. C'est des navires aujourd'hui qui ne rentrent plus dans le port de Shanghai. Ben, si vos approvisionnements passent par des bateaux de Shanghai, ben, écoutez, c'est compliqué. Et donc, il va falloir sécuriser cet approvisionnement. Ça veut dire notamment rechercher pour chaque objet 2 ou 3 fournisseurs. C'est-à-dire ne pas concentrer ses achats chez un seul fournisseur, mais avoir des fournisseurs alternatifs. Et ça, c'est un travail, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il y a plusieurs mois de travail pour arriver à faire une réussite de ces choses-là. Donc, les réponses traditionnelles sont encore valables en partie. Augmenter ses prix, augmenter sa productivité, réduire ses coûts, sécuriser ses approvisionnements. Je rajouterai à ça aujourd'hui, et optimiser les processus, hein, qu'on peut relier à la productivité. C'est une façon de regarder l'entreprise. L'entreprise, c'est un ensemble de tâches successives qu'on fait. Si on peut optimiser ces processus et parfois les rationaliser, voire éventuellement supprimer certains processus, eh bien, on va augmenter la productivité. Et puis, il y a des réponses qu'on n'avait pas en 73-85 et que j'ai appelées les réponses 2022. Alors, c'est incomplet, mais ça peut vous donner des pistes. Première piste, repenser et recalibrer le portefeuille d'offres. Vous avez probablement dans votre entreprise plusieurs typologies d'offres pour plusieurs typologies de clients. Peut-être servez-vous plusieurs typologies de clients, par exemple, que vous avez segmenté selon leur budget. Et vous avez peut-être une stratégie premium, c'est-à-dire aller vous intéresser aux clients premium. Et donc, si vous êtes, par exemple, un industriel de l'agroalimentaire, ben, vous avez peut-être une gamme de 40 produits. Okay. Si vous êtes une entreprise de services, vous avez peut-être une vingtaine d'offres de services différentes. Okay. Eh bien, il va falloir repenser et recalibrer ce portefeuille d'offres. Alors, vous le faites déjà dans le cours normal des affaires. Mais là, il va falloir le repenser avec l'angle de l'inflation. C'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre de clients pour lesquels le prix est moins sensible que d'autres. Et bien entendu, eh bien, ces offres qui sont sur des clients qui peuvent absorber eux-mêmes plus facilement vos hausses de prix sont probablement à privilégier. Il y a peut-être aussi des
offres que vous aviez abandonnées, qui étaient des offres d'entrée de gamme, et que vous pouvez remettre en place parce que face à des hausses de prix de tous vos concurrents, eh bien, les clients seront intéressés par quelque chose qui est une version dégradée de votre produit ou de votre service, mais qui fait le job quand même, et que du coup, vous pouvez positionner à un niveau de prix inférieur. Donc, vous voyez, ce n'est pas aussi simple que de regarder ça avec un seul angle. Il faut se poser la question de repenser, est-ce que je garde cette offre ou pas, et recalibrer, qu'est-ce qu'il y a ou pas dans cette offre. On peut transformer son business et son pricing model. C'est à l'évidence très intéressant pour certaines entreprises qui n'ont pas sauté le pas, pas encore sauté le pas, de se reposer la question de passer vers un modèle d'abonnement, de passer vers un modèle de partage de résultats. Donc, de par exemple, avoir une partie de la rémunération liée au résultat de ce qu'apporte votre service ou votre produit chez votre client. C'est parfois intéressant de passer en business model de dépôt-vente. Donc, il y a là une question fondamentale qui peut se poser autour du business et du pricing model. On peut repositionner la marque. Alors, c'est très intéressant, j'en parlais il y a un instant. On peut tout à fait créer une marque low cost en période d'inflation. C'est-à-dire que, puisque l'ensemble de vos concurrents et vous-même, vous allez devoir augmenter les prix parce que vos coûts vont augmenter, eh bien, avec une version très simplifiée de votre produit, vous pourrez capturer plus facilement une partie du marché qui va se trouver peut-être délaissée. Si tout le monde augmente ses prix et franchit un certain nombre de barrières psychologiques, eh bien, il y a une partie du marché qui va devenir orpheline. Vous pourriez repositionner une marque, votre marque, en tout cas avoir une offre et sa marque associée sur cette partie low cost du marché. Donc, réponse traditionnelle, bien sûr, on les regarde, on les considère, on les étudie. Ça sera la réponse de quasiment tous les acteurs. Et donc, vous pouvez vous dire que c'est probablement comme ça que vont réagir les gens les moins sophistiqués dans votre univers concurrentiel. C'est donc l'occasion de retourner sous le capot. Vous savez, ce truc qu'on ne fait pas souvent quand la voiture fonctionne, quand l'usine tourne, d'aller se reposer des questions parce que se poser d'autres questions et qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Et que du coup, c'est une chance d'aller se repenser business model, l'offre, voire même la raison d'être de l'entreprise. C'est très utile, mais probablement pas suffisant. Okay. Et donc, il faut aller vers les réponses nouvelles, celles dont je viens de parler à l'instant. Il faut aller vers les réponses nouvelles pour analyser les impacts cash flow des hausses et ruptures potentielles. Alors là, on s'arrête un instant. Je vous l'ai dit, le danger le plus important, ce n'est pas tellement que vous subissiez des hausses de prix de la part de vos fournisseurs, c'est que vous n'ayez plus les éléments constitutifs de votre offre, que vous n'ayez plus les personnes pour conduire les missions chez les clients, et ou que vous n'ayez plus les composants nécessaires, pour produire ce que vous vendez. Et là, je vous propose d'utiliser une paire de lunettes particulière qui est la paire de lunettes du cash flow. C'est-à-dire qu'il y a des impacts marge et il y a des impacts cash. Et ils sont liés, bien sûr. Si votre marge s'effondre parce que vous n'augmentez pas vos prix et que vous avez des coûts qui augmentent, d'accord? Vous augmentez modérément vos prix, moins que votre hausse de coûts. Eh bien, si vous augmentez vos prix moins que vos concurrents, vous allez normalement, si le marché reste stable, avoir plus de clients. Et donc, vous aurez un effet volume. Selon la façon dont votre business model et votre outil de production, entre guillemets,
est conçu, vous allez générer des cash flows ou pas avec cette hausse de volume. Et donc, il ne faut pas regarder de notre point de vue la situation avec quelque chose qui est lié au profit, c'est-à-dire la marge brute, le BE ou l'EBITDA, puis le résultat, hein, si je prends un solde intermédiaire de gestion du compte de résultat, mais cash flow, trésorerie. Il faut utiliser la data pour analyser votre portefeuille de clients, votre portefeuille de distributeurs, votre portefeuille d'offres et le faire évoluer. Ça, c'est quelque chose qui était très peu facile à faire entre 73 et 85 parce que la data n'était pas aussi abondante. Aujourd'hui, cette data, elle est dans votre entreprise. Mettez une équipe à décortiquer cette data et allez regarder de plus près qui achète quoi chez vous, qui vous paye avec des conditions attrayantes, qui fait un trade-off marge BFR, ou est-ce que vous avez finalement, dans le temps, laissé glisser vos indicateurs de gestion. Et puis, et c'est là peut-être la partie la plus sympa de cette situation, une situation assez critique quand même, vous pouvez apporter des réponses nouvelles aux besoins des clients. Et là, les entrepreneurs sont particulièrement dans leur domaine. C'est déjà ce que fait l'entrepreneur en général. Il vient, alors qu'il y a déjà des gens dans le marché, apporter une nouvelle façon de résoudre un problème. Il vient apporter une nouvelle façon de concevoir la gestion de la paye, ou bien la logistique, ou bien la capacité de souder deux éléments ensemble d'une façon moins coûteuse et plus performante. Et peu importe l'exemple, en réalité, si on monte d'un niveau d'abstraction, l'entrepreneur apporte des réponses nouvelles à ce qui existait déjà avant ses clients, avant qu'il arrive. Bon, bien là, c'est sur ces offres nouvelles que vous allez pouvoir avoir le meilleur effet de levier. Parce que vous allez les concevoir avec en tête l'idée d'inflation. Vous allez vous dire, je peux peut-être payer 15% plus cher tous les ans pendant les 10 prochaines années, tous les intrants de mon produit. Et vous modélisez ça. Si vous regardez ça avec les offres d'aujourd'hui au prix d'aujourd'hui, ça ne marche pas. Si vous êtes sur de nouvelles offres, eh bien vous pouvez aller à ce moment-là concevoir un produit adapté à cette période, un produit, un service adapté à cette période inflationniste. Et donc, ces réponses nouvelles, c'est là que se situe finalement l'aspect espoir de la situation. Et puis, bien sûr, il va falloir changer son pricing model. Donc, je vous rappelle qu'on a déjà fait une chronique sur le pricing, que c'est un sujet que nous évoquons souvent chez Melchior Chassagne et compagnie avec nos clients. Le pricing model, ça n'est pas la rencontre un peu hésitante entre vos commerciaux et les acheteurs de vos clients. Le pricing model, c'est une partie intégrante de la stratégie. Et d'ailleurs, que les prix soient des prix plutôt élevés ou que ce soit des prix plutôt bas, de toute façon, il vous faut un pricing model. Et il y a encore beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas fait le travail de creuser cette question. Donc, je vous renvoie vers un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle The Price Advantage, édité par McKinsey il y a maintenant assez longtemps. Mais dans The Price Advantage, vous allez trouver, et je vous mettrai les références en note, vous allez trouver des clés pour travailler ce pricing model. Enfin, vous pouvez être amené à changer de business model. Il y a des entreprises qui ne survivront pas dans leur business model d'aujourd'hui. Et il y a des entreprises qui ne seront pas capables de subir une hausse continue de leurs coûts et qui vont donc se retrouver sortis du marché. Je compare l'inflation de niveau élevé qu'on n'a pas connu depuis longtemps. Je compare l'inflation de niveau élevé à un tsunami. C'est une vague qui va tout emporter sur son passage. L'économie qui ressortira de cette période sera profondément différente. Des dizaines
de milliers d'entreprises vont mourir. Des centaines de milliers d'entreprises au niveau européen. D'accord? Et donc, on est face à quelque chose qui va être une profonde transformation de l'économie. Si vous voulez avoir une chance que votre entreprise survive à ce tsunami, il va falloir probablement changer le business model. Parlez-en avec votre conseiller ou avec les gens qui vous aident. J'ai la chance d'être accompagné par Melsion. Eh bien, ça va être le sujet de l'année. Laissez-moi vous dire que changer le business model, c'est un petit peu comme changer le moteur de la voiture ou de l'avion. C'est un gros travail. En conclusion, parce qu'il y en a une, elle est provisoire, bien sûr. L'inflation forte pourrait durer des années ou s'arrêter dans quelques mois. Et j'attire votre attention là-dessus, je n'ai pas plus de boule de cristal que les banques centrales qui nous expliquaient il y a quelques mois que l'inflation était transitoire. Depuis quelques semaines, le discours a changé des banques centrales, c'est leur vrai job de maîtriser l'inflation. Elles viennent de nous dire que l'inflation ne serait pas transitoire. D'accord? Mais qu'en savent-elles? Puisqu'il y a 6 mois, elles nous disaient l'inverse, ce n'est pas parce qu'elles nous disent que ça va durer aujourd'hui que ça va effectivement durer. Mais c'est une possibilité à laquelle il faut se préparer. Elle pourrait durer des années, cette inflation forte, ou s'arrêter dans quelques mois. Il faut donc rester agile et se reposer les mêmes questions régulièrement. Mesurez ce qui se passe autour de vous. Soyez attentifs, soyez très alertes. Il y a du danger, il y a du risque. Montez le niveau d'alerte de vous-même, bien sûr, et de tous vos collaborateurs. Expliquez la situation. Ramassez le maximum de data sur votre marché en allant parler aux distributeurs, en allant parler aux clients, en allant parler, évidemment, aux concurrents. Certains acteurs de vos marchés ont déjà démarré leur transformation. C'est déjà visible. Peut-être dans votre secteur, mais en tout cas, nous qui observons un grand nombre de secteurs économiques, on peut voir déjà un certain nombre d'acteurs qui sont à la manœuvre. D'accord ? Donc, ne perdez pas de temps, c'est une priorité. Cette question de l'adaptation à une inflation potentiellement durable, il n'y a pas d'autre priorité, nous semble-t-il, que celle-là dans ce deuxième trimestre de l'année 2022. Enfin, et c'est par cela que je vais terminer, soyez très vigilants, non pas tellement sur la capacité des prix à devenir de plus en plus élevés dans tout ce que vous faites. Soyez très vigilants sur la rupture. Encore une fois, si vous n'avez rien à vendre, peu importe votre stratégie business model et peu importe votre capacité à augmenter vos prix par rapport à vos coûts, vous allez être incapable de rentrer le moindre euro de chiffre d'affaires. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Je ne vous cache pas que c'est une situation qu'on monitore avec beaucoup de soin. On va très bientôt réunir les clients Melsion pour un atelier de travail collaboratif pour partager les bonnes pratiques entre nous sur la façon de se prémunir et de changer face à cette question d'inflation. D'accord ? Et donc, je le dis pour tous ceux qui sont présents et tous ceux qui nous écoutent, et je sais que vous êtes nombreux, ça n'est pas autre chose qu'un nuage noir, mais vraiment noir, qui s'approche de vous, qui a déjà commencé à secouer fort. Je reprends cet exemple, la semaine dernière, un de nos clients m'indiquait qu'un composant qui coûte $1, un composant électronique, aujourd'hui, il a à la fois du mal à le trouver et il le paye $50. Donc, il se trouve que ce composant va dans un objet technologique qu'il vend, lui, entre 500 et 2500 € selon les versions. D'accord ? Et sur lequel il a 50% de marge. Donc, vous imaginez sur un objet à 500 € dans lequel il y a 250 € de marge, ce qui coûtait $1 en coûte 50, ça vient de manger 49 €
de la marge sur cet objet. Ça vient de manger 20% de sa marge sur cet objet. Un composant. Pire, s'il n'avait pas fait un travail féroce pour obtenir le composant lui-même, ce composant est en rupture pour les 2 prochaines années. Ça veut dire que sans ce composant, vous devez reconcevoir la carte électronique complète pour vous en passer. C'est quelque chose qui peut être fait très rapidement peut-être ou pas. Et donc, ça vient vous percuter à un endroit où vous pensiez être à l'abri. Ça vient vous percuter, en tout cas lui, ça le percute, à un endroit où il pensait que son premier sujet n'était pas celui-là. Je peux vous dire que ça vient très très vite. Quand vous allez mettre l'usine à l'arrêt, parce qu'il vous manque un objet qui est gros comme l'ongle de mon pouce, d'accord, que vous ne savez pas si vous pouvez avoir les X dizaines de milliers de pièces nécessaires qui vont vous être livrées, et que les brokers en composants vous expliquent qu'il n'y en a pas, et que ce n'est pas une question de prix, il n'y en a juste pas, vous déclenchez évidemment l'alerte rouge. Donc c'est là-dessus que je voulais vous alerter. À la fois, il va y avoir des effets cumulatifs compliqués, d'accord ? Les salaires aux États-Unis sur 12 mois ont augmenté de 5,6% de mars à mars. Vous voyez que les salaires augmentent de 5,6% alors que l'inflation est de 8,5%. Et encore, il faudrait mesurer, je vous ai dit lors de la dernière chronique, l'inflation en Europe 7,5%, mais la hausse de l'énergie 44%. Donc si la part d'énergie dans ce que vous fabriquez est importante, l'inflation pour vous, ce n'est pas l'inflation du chiffre qui est donné par les instituts de statistiques. C'est la partie de ce que vous utilisez qui a dérapé en prix, qui vient impacter votre propre inflation. Encore une fois, plus personne aux affaires n'a vécu la période 73-85. Ni nos dirigeants, ni les patrons d'entreprise. D'accord ? Donc, c'est le moment d'aller parler à votre grand-père. C'est le moment d'aller voir vos collègues plus âgés. C'est le moment de relire les bouquins et les stratégies que vous avez eus en école d'ingénieur ou de commerce, puisque il est possible que vous ayez eu dans vos cours des gens qui en parlaient parce qu'ils l'avaient vécu. D'accord ? Et donc, surtout, c'est le moment de vérifier que vous ne serez pas à court d'éléments à vendre. Merci Patrick. Alors on a Cyril qui voudrait participer. Vas-y Cyril, tu peux prendre la Bonjour parole. Eugénie, bonjour Philippe. Moi, je voulais dire que j'ai vécu cette période-là. D'accord. J'ai 50 ans, donc ça veut dire que j'étais très jeune, mais mon père était à son compte et il m'a associé très très vite à la conduite de ses affaires. Donc je me souviens de la période où il me disait, on s'en sort. Il est passé, en quelques mois, il est passé d'1 an de travail d'avance, il était tapissier, à quelques semaines. Donc ça a été très compliqué pour lui de gérer la partie de l'inflation vers la désinflation qui a eu lieu après. Mais la période inflationniste, en fait, il vivait avec... effectivement, il stockait pas mal de produits. Il stockait le crin d'Afrique, etc. Il a acheté en gros. Attendez juste une seconde parce qu'il y a un livreur qui arrive. Et puis surtout, il vivait avec des dettes. Il faisait beaucoup de dettes à taux fixe parce qu'il m'expliquait qu'elles étaient mangées par l'inflation. Voilà, des stratégies effectivement très intéressantes. Faire du stock, quand on pense que demain matin... C'est là qu'il a faire du stock, c'est là qu'il a fait refaire le toit de la grange. Juste une seconde. Super. Merci. Vous avez besoin d'une signature? Merci. Au revoir. Merci Cyril, on revient vers toi dans une seconde. On a eu une question aussi, ou une remarque de François-Éric qui est pertinente, qui dit « C'est le moment de parler avec ceux qui font du business en Amérique latine et en Turquie. » Oui, cette histoire d'inflation très élevée, elle est nouvelle uniquement en Europe, en Amérique du Nord et éventuellement en Asie. Parce que, et encore, il y a certains pays asiatiques dans lesquels il y a eu des taux d'inflation très élevés. Mais quand vous êtes au Venezuela ou dans des pays comme le Brésil ou la Turquie, ça a déjà démarré depuis longtemps. Et donc, effectivement, il y a encore des endroits dans le monde
où on trouve des solutions parce qu'on n'a pas le choix. D'accord? Donc, François-Éric, avec plaisir, si tu peux partager un certain nombre de bonnes pratiques ou d'idées que tu as vues, toi qui travailles beaucoup avec l'Amérique du Sud. Oui, bien sûr. Bon, avant tout, c'est être collé au terrain. Enfin, par exemple, en Argentine, une chose qui est claire, enfin, une chose d'inflation, on est en hyperinflation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Europe. L'hyperinflation, il faut être à nettement plus que deux digits. Heureusement, ce n'est encore pas le cas ni en Europe, ni aux États-Unis, ni au Japon, etc. On a une inflation qui est en somme toute qu'un rattrapage de ce qu'on n'a pas eu pendant l'inflation, parce que l'inflation normale étant à 3% normalement. Il faut aussi relativiser. C'est gênant au point de vue mode de gestion au niveau macroéconomique, c'est un faux problème. Mais c'est deux données tellement différentes, au jour le jour, on ne le vit pas de la même manière. Ce rattrapage d'inflation qu'on n'a pas eu pendant grosso modo 10 ans, et que l'on vit, si on fait le calcul et si on aligne, si on fait est une chose. L'hyperinflation en est une autre. Dans l'hyperinflation, on est sur des hausses de salaire obligatoires minimum tous les 6 mois. Et quand je dis hausse de salaire minimum tous les 6 mois, c'est on monte les salaires de 20 à 25% tous les 6 mois, voire plus. C'est bien évidemment pas du tout le même contexte. Et quand on dit hausse de salaire, tout va lier. Donc, si on achète de la matière première, il y a des problèmes. Très rapidement peuvent venir, si on va vers l'hyperinflation, faire des problèmes de contrôle de change, parce que l'État lui-même finit par avoir des problèmes. N'oublions pas que dans les années 80, la France avait un contrôle de change, chose que peut-être beaucoup d'entre vous ne se souviennent pas. On ne pouvait pas aller dans les pays voisins avec l'argent que l'on souhaitait en devise, que ce soit des Deutschmark, des francs suisses, ou ça paraît de la science-fiction ou de l'Antiquité, mais en fait, ça vient très vite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a une énorme chance, c'est qu'on a l'euro. Donc, on peut se balader déjà dans beaucoup plus de monde sans avoir de contrôle de change. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contrôle de change sur l'euro un jour. Donc, c'est des choses qu'il faut prévoir, ou en tout cas s'assurer. Si on a une activité qui est purement européenne, à ce moment-là, on s'en fout. Le contrôle d'échange sera désagréable pour les vacances à Tahiti ou ailleurs. À Tahiti, non, mais ailleurs, c'est un faux problème. Mais les problèmes peuvent se compliquer rapidement. Le contrôle de change n'a pas besoin d'être obligatoirement nommé. Ça peut être l'apparition de taux différenciés de change selon le type d'opération. Il y a plein de motifs. Il peut y avoir simplement l'introduction de vérification par la Banque centrale d'autorisation au change, ce qui ne veut pas dire que c'est interdit. Ça veut juste dire que vous aurez le tampon à la gueule du client si c'est effectivement ça correspond. Tout ce genre de choses peuvent arriver. Ce n'est pas des impossibles, on en est loin. Il ne faut pas créer un scénario de panique, on en est très loin. Parce que, comme je le disais, on est aujourd'hui encore sur un schéma de rattrapage qui peut être long. C'est pour ça que les banques centrales ne parlent plus d'une durée de 2-3 mois. Mais... François-Éric, j'ai une question pour toi. Puisqu'il faut augmenter les salaires, disons, de 25% tous les 6 mois, comment tu fais pour ajuster tes prix de vente? J'ai un gros avantage, c'est que je vends, dans mon cas, je suis dans une situation où je vends à l'étranger. Donc, j'ai mes revenus qui sont en devises qui, normalement, ne s'effondrent pas vis-à-vis, dans le cas argentin, du peso argentin. Donc, hormis le cas actuel où l'euro a tendance à se casser la gueule par rapport au dollar, où ça devient désagréable, soyons clairs, hormis ce genre de change entre le dollar et l'euro, vu que les économies latino-américaines sont dollars, ne nous leurrons pas, comme la plupart du monde. Nous vivons dans une île qui n'est pas la devise de référence mondiale. Et ça, quand le change bascule, comme il a basculé juste après l'arrivée de l'euro, ou comme il a rebasculé une deuxième fois, on est en train de vivre un nouveau basculement actuellement. Ça, pour tous ceux qui ont des activités internationales, quel que soit le pays, ça aura un impact parce que le reste du monde est dollar et pas euro. Donc la hausse du dollar qui est en train de se faire, qui probablement devrait durer, parce que quand on regarde, si on regarde un peu les évolutions en long terme, il y a une bande d'échange et on est plutôt encore dans la partie où l'euro est haut, paradoxalement ce qu'on pourrait croire, donc il peut baisser plus. Voilà, donc ce sont des choses à prendre en compte. Sur l'inflation, réellement,
il faut être agile, mais raison gardée, je dirais. Je serais peut-être plus prudent que toi, Patrick, désolé, sur le fait de ne pas vouloir sauter trop rapidement. Il faut juste être agile, c'est-à-dire que oui, en fonction de son business, effectivement, tout ce que tu dis est juste. Hein, si tes coûts explosent parce que tu es dépendant à fond de l'énergie ou à fond de composants spécialisés de type puce introuvables actuellement, c'est évident qu'à ce moment-là, il faut soit changer de business model si tu ne peux plus les trouver du tout, soit trouver des solutions pour réaméliorer tes marges progressivement. Mais on n'est pas dans une solution aussi extrême que des solutions d'hyperinflation. C'est ni le Venezuela, ni l'Argentine, ni même la lire turque. Alors, si d'autres font du business avec la Turquie, ils pourraient en parler, mais c'est la même chose, c'est le même problème. Ou la livre libanaise même. Enfin, il y a plein de pays qui sont en hyperinflation aujourd'hui dans notre monde, et c'est encore un monde très différent dans lequel, en fait, l'argent n'a plus de valeur. L'argent perd de la valeur au jour le jour. On n'en est pas là. 10% d'inflation, c'est désagréable, mais ce n'est pas la fin du monde. Merci de le rappeler, François-Éric. Donc, il existe des enfers de températures différentes. Espérons tous qu'on ne passera jamais en mode d'hyperinflation, mais rappelons que ça n'est pas si vieux que ça s'est effacé. Hein. La République de Weimar en Allemagne est un exemple que tous les Européens ont en tête, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire simplement du XXe siècle. Hein. Donc, on est sur des situations qui peuvent déraper. Espérons que la science économique a fait d'énormes progrès quand même depuis. Oui, je sais, tout ça est discutable et tout ça est... Non, tu as tout à fait raison. La seule chose, c'est que quand tu regardes les cas d'hyperinflation, c'est clairement, même à l'époque de Weimar, dans le cas de Weimar, c'était une décision volontaire politique, et dans les différentes époques, c'est un choix politique qui est fait de laisser partir la monnaie en quenouille. Je pense qu'aucune des banques centrales occidentales, ni la japonaise, ni l'européenne, ni l'américaine, ne sont dans cette logique aujourd'hui de très loin. Donc, je ne pense pas qu'on puisse arriver à de l'hyperinflation. Il peut y avoir des inflations fortes de 15, 16, 17%, ça, ce n'est pas impossible. Mais ce n'est pas encore de l'hyperinflation. Il y a des degrés et il y a plein des systèmes de mécanismes. La raison pour laquelle actuellement on a de l'inflation, c'est qu'on refuse d'arrêter ou de ralentir l'économie. La Banque centrale américaine pourrait brutalement ralentir l'économie, c'est ce que demande d'ailleurs The Economist. Quand on lit l'article un peu entre les lignes, ce qu'ils disent, c'est il faut mettre un frein à l'économie surchauffe, donc calmons l'économie et revenons à des choses plus saines. Ça, c'est un point de macroéconomique, c'est la gestion microéconomique que nous avons à faire, c'est un autre problème. Merci François-Éric. Merci à vous pour vos questions. Cyril, je sais que tu veux encore intervenir. Nous avons un invité. Il va falloir que nous passions le micro quand même un petit peu. Et sachez que c'est un sujet dont on reparlera. De toute façon, on va potentiellement être impacté de plus en plus si ça continue et si c'est durable. Et du coup, de toute façon, on va en reparler. Ça va devenir un des sujets sur lesquels on aura à se réapproprier ces stratégies qu'on n'a pas utilisées pendant 40 ans. Thierry, bienvenue. Merci pour ta présence. C'est un bonheur de te voir, d'abord. Ça faisait trop longtemps, mais je sais que Jean-Christophe t'a entendu il n'y a pas longtemps. Alors Thierry nous a fait l'amitié il y a quelques années de venir participer à un des séminaires d'été de Messiaen Chassagne et compagnie. Et c'est à la fois quelqu'un qui a un passé dans la finance, puisqu'il a à la fois dirigé des filiales de financement pour IBM, pour General Electric, puis aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, tu es vice-président de la Banque Postale Leasing et Factoring, c'est ça? Alors, je suis vice-président du comité, enfin, je suis vice-président, mais au niveau du conseil d'administration. Donc, je suis plus opérationnel, même si les sujets de l'inflation, etc., sont des choses qui parlent beaucoup pour moi, comme vous pouvez imaginer, parce que on n'endort pas la nuit en ce moment chez les banquiers, mais bon. Voilà. Donc, je suis encore actif dans des conseils d'administration. Voilà. Et puis, simultanément, tu as toujours eu une posture dans le management, dans le fait de faire grandir les collaborateurs, dans le fait de les emmener avec toi dans les différents projets que tu as portés. Et récemment, tu as commencé à écrire un peu des choses autour du domaine de la bienveillance
et de l'exigence, et de cette espèce de tension qu'il y a entre être bienveillant, mais de demander également aux collaborateurs d'avoir finalement cette capacité à délivrer ce qu'on attend d'eux. Et donc, on a le plaisir de t'accueillir dans ces chroniques. Alors, je ne sais pas si tu as préparé une présentation ou si tu veux juste échanger, mais ben voilà, c'est à toi. Merci beaucoup, Philippe. Effectivement, ça fait des années que je me suis rendu compte que la bienveillance, si c'est ce qu'on appelle la juste bienveillance, et donc ça va être le titre de l'ouvrage qu'on vous remettra, hein, donc Jean-Christophe là, donc vous l'enverrez à l'ensemble des participants ou même à l'ensemble des adhérents du club Melsion, hein, bien sûr. On vous enverra ce livre. Ce livre s'appelle La juste bienveillance pour une entreprise alignée performante. Alors effectivement, j'ai dirigé beaucoup d'entreprises et des milliers de collaborateurs. Par chance, nos résultats et par construction ont été aussi plutôt bons. Et après coup, avec, comme disent les Américains, the benefit of insight, quand on a beaucoup vécu, je me suis rendu compte qu'effectivement, chaque fois qu'il y avait de la bienveillance dans une équipe, chaque fois qu'il y avait de la bienveillance dans une division, dans une entreprise, etc., ça marche et ça donne de la performance, ça fait du chiffre. Et donc, je suis tout sauf un bisounours, puisque quand vous avez des actionnaires qui s'appellent IBM ou General Electric, il faut délivrer au trimestre. Donc, mais ceci étant, j'avais envie de transmettre dans cette troisième mi-temps de vie, d'où l'écriture de ce livre et d'où de nombreuses conférences que je fais dans beaucoup d'entreprises et notamment dans les banques. Et je vais intervenir chez BNP, à la Banque Postale aussi. Et puis, bon, vous, si le livre, ça vous saoule, il y a des petits podcasts qui sont plus sympas. Mais vous, et voir des TEDx, j'ai fait aussi de TEDx, donc vous pourrez aller. Si ce que je vous dis aujourd'hui vous intéresse et que vous n'avez pas le temps de lire le livre, vous trouverez des éléments quand vous êtes en voiture, quand vous êtes en temps perdu, si ce que je dis vous intéresse. Alors, je vais vous donner les messages forts du livre et puis pourquoi j'y crois. Il y a une chose auquel je crois plus que tout, et on va peut-être parler un peu de philosophie, c'est Schweitzer qui disait « Ce n'est pas le succès qui fait le bonheur, c'est le bonheur qui fait le succès ». Et ça marche pour vous, vos enfants, vos parents, vos trucs, vos équipes, votre entreprise. Une entreprise où il y a de la joie, il y a du succès. Et là-dessus, si vous ne me croyez pas, je cite et j'envoie sur une vidéo d'une superbe étude qu'a fait Harvard, parce qu'encore une fois, j'aime bien qu'il y ait de la data pour appuyer ce que je dis. Cette étude elle a été faite à Harvard depuis des années 1940. Ils ont pris un millier de jeunes qui avaient 20 ans à l'époque. Certains sortaient d'Harvard et l'autre sortaient des banlieues de New York ou du Bronx. Ces gens-là, ils les ont suivis. Et ils ont cherché à quoi, puisque je vous dis, c'est le bonheur qui fait le succès. Qu'est-ce qui fait le succès d'une personne et son bonheur? Et le succès, c'est comme une entreprise, un bonhomme. Hein. C'est de la performance dans la durée. C'est être en bonne santé le plus longtemps possible. Eh bien, figurez-vous que ces gens-là, suivis par 4 générations de professeurs d'Harvard, parce que la plupart sont morts maintenant, eh bien, on cherchait les corrélations. Est-ce que c'est parce que je suis riche, certains ont fait fortune, que je suis heureux et que je vis longtemps en bonne santé? Et est-ce que c'est parce que j'ai un pouvoir énorme? Il y en a un qui a été vice-président des États-Unis. Non, rien de tout ça. C'est la qualité des liens sociaux que vous créez autour de vous, liens avec votre famille, vos amis et liens au travail. Donc là, je ne vais pas détailler ma façon d'appréhender ce que je vois et ce que j'entends du travail à distance et ou hybride. On n'a pas le temps, mais il y a des vraies réflexions à avoir. Vous aurez des équipes performantes si elles savent créer des liens forts entre elles et vos équipes seront performantes aussi avec vous si vous créez des liens forts. Parce que ce qu'on donne, on le retrouve. C'est ça la bienveillance. La bienveillance, on l'envoie, on la reçoit. Ça, c'est le premier point qui me semble fondamental. Deuxième point, on a dans le livre 4 parties. Donc, on explique ce que c'est et après, on donne des conseils. Il y a des parties que je ne vais pas traiter parce qu'il y a d'autres ouvrages qui sont aussi très bien, qui traitent de ces parties, mais que vous pouvez aussi lire le nôtre. La première partie, c'est la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Comment voulez-vous être bienveillant vis-à-vis des autres si vous ne donnez pas l'exemple? C'est le management, c'est l'exemplarité. Dites à vos collaborateurs, tu devrais te reposer. Si vous ne vous reposez pas, laissez tomber. Dites à vos whatever. Bienveillance vis-à-vis de soi-même. Il y a plein de bouquins sur le développement personnel et le livre donne plein d'exemples de ce qu'il faut faire pour que ça marche.
pour être bienveillant vis-à-vis de soi-même, accepter ses vulnérabilités, capitaliser sur ses forces. On explique tout ça. Bienveillance vis-à-vis des autres. Là, vous avez plein d'ouvrages dans le management sur la bienveillance. Comment, en étant bienveillant, eh bien, vis-à-vis des autres, eh bien, ça se passe mieux pour eux. Je ne détaille pas. En plus, vous êtes tous des managers, leaders, donc vous savez ce que vous l'avez prouvé aussi. La bienveillance vis-à-vis de plus grand que soi, c'est très important, ça. C'est tout le mouvement des sociétés à mission, des bicorps, etc., où quand on va s'occuper de plus grand que soi, du social, de l'environnemental, eh ben, on crée une ferveur au sein de l'entreprise qui fait qu'on attire les gens, on les retient et on crée une vraie dynamique de bonheur, donc de performance. Là aussi, vous avez plein de bouquins. Le dernier d'Isaac Getz, qui s'appelle l'entreprise altruiste, etc. Bon, vous trouverez, et on le traite dans le livre. Donc, ce n'est pas ça que je vais traiter aujourd'hui parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Et puis après, en fonction de votre envie, soit je reviendrai un jour à un séminaire Melsion, soit vous allez lire le livre ou écouter des podcasts. C'est un point qui est trop oublié et qui pourtant nous a semblé fondamental, c'est la bienveillance vis-à-vis du travail. Je m'explique. Aujourd'hui, on parle partout des conditions de travail. Et les conditions de travail, elles sont très importantes. Les conditions de travail, c'est est-ce que je suis dans un endroit sympathique, mon bureau a une fenêtre, il y a des baby-foot, il y a une cantine. C'est important. Et surtout, les nouvelles générations nous font assez suer avec ça. Mais c'est important. Mais c'est tout sauf fondamental. Ce qui est fondamental, c'est la bienveillance vis-à-vis du travail et pas les conditions du travail, pas les conditions de travail. Les conditions du travail, et là, il y a une très, très belle étude qui a été faite au Canada par HEC Montréal et puis la chaire Sens et Travail en France, qui est basée à l'EDEC à Lille, que vous trouverez dans le livre. Eh bien, cette étude, elle dit la chose suivante. Elle dit il n'y a pas de pire malveillance vis-à-vis du travail que de donner un travail qui ne sert à rien ou à pas grand-chose. Référence au livre qui s'appelle Bullshit Job, les jobs qui ne servent à rien. Eh bien, même s'il n'y en a pas tant que ça, il y a beaucoup de bullshit tasks, de choses qui ne servent à rien. Et donc, la bienveillance vis-à-vis du travail, et je vais reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est quand on y associe l'excellence, déjà, et c'est quoi? En un mot, c'est est-ce que quand je confie une tâche à quelqu'un, un travail à quelqu'un, est-ce que je m'assure qu'il a les ressources pour le faire? Les ressources, c'est les outils, la formation et le temps pour le faire. Et à partir de là, on prend soin du travail, on s'occupe des conditions du travail. Et là, on n'est plus dans un truc où on va avoir des burn-out, des choses comme ça, etc. Parce que le burn-out, il vient de l'incapacité de faire, de la frustration, de je ne suis plus à la hauteur, je suis un imposteur, je n'y arrive pas, je ne comprends pas. Et donc, quand on commence à comprendre et qu'on essaye d'apporter du sens, là, on peut changer la vie de nos collaborateurs et on peut changer la performance de notre entreprise. Et donc, pour revenir, il y a plusieurs façons de faire pour ça. Effectivement, la première, c'est tout ce qui est intelligence collective, et je sais que Melchior en parle très souvent, tout ce qui est de co-construction, tout ce qui est de coopération. Je dis bien coopération plus que collaboration, mais là, je n'ai pas le temps de rentrer dans la précision et la subtilité. Eh bien, on ne va donner des tâches intéressantes et on va repenser les tâches, parce qu'avec les changements qui arrivent, il faut sans cesse les repenser. On va les repenser que si on associe vraiment les personnes qui ont la responsabilité de ces tâches. Et on le fait en équipe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de j'avais tendance à dire dans les risques dans la banque, qu'il n'y a pas de meilleur shérif que les anciens voleurs de bestiaux. Et que les gens qui, effectivement, sont dans les tâches savent ce qui va planter. Mais que si on leur demande et que c'est eux qui le disent, ils vont vous le dire. Sinon, ils vont cacher le truc sous le tapis, ils vont dire, bon, les chefs, ils me disent de faire comme ça, mais je vais me débrouiller autrement. Ben, c'est là où on va au mur, parce qu'on ne prend pas soin des conditions du travail. Enfin, comme le disait, comme il était dit tout à l'heure, je ne suis pas un bisounours et la bienveillance en tant que telle, c'est une valeur fabuleuse qui a été galvaudée. Et elle a été galvaudée parce qu'on la confond avec la complaisance, avec l'excès de gentillesse. La gentillesse, c'est merveilleux, mais l'excès de gentillesse. Et aujourd'hui, être un manager, c'est avoir du courage plus que jamais dans ces conditions qui secouent telles qu'elles étaient évoquées. Et ce que vous ne trouvez pas dans le bouquin, c'est cette réflexion que j'ai eue récemment en relisant des historiens
sur quel est notre rôle en tant que manager et courage. C'est facile de donner des conditions de travail, de donner des chèques restaurants, c'est comme aux enfants, on donne de l'argent, c'est facile. En revanche, est-ce que Léon Blum, et ce n'est pas moi qui pose la question, c'est les historiens, est-ce que Léon Blum, il n'aurait pas mieux fait de mettre plus d'énergie et d'argent et de management focus sur le réarmement de la France que sur les congés payés? C'est une question qui est posée. Parce que la vraie bienveillance, c'est de protéger l'entreprise et c'est de protéger le bien commun. Et dans le cas d'un président du pays, c'est de protéger sa nation. Et vous connaissez tous la pyramide de Maslow. Qu'est-ce qu'on va s'intéresser à dire? C'est vachement bien, il faut les faire rêver, il faut machin. Si derrière, on ne les a pas protégés physiquement. Et je ne dis pas qu'il a fait mal. C'est un leader extraordinaire. Et qui je suis pour justement juger? Je ne juge pas, je peux poser la question par les historiens. La bienveillance, la juste bienveillance, et c'est pour ça qu'on a appelé notre livre la juste bienveillance, c'est cette bienveillance qui embarque l'exigence. Et donc, on met une petite matrice où on met 2 axes, on dit, si vous n'êtes pas du tout dans la bienveillance, pas du tout dans l'excellence et l'exigence, votre boîte, elle est morte. Si vous êtes que dans la bienveillance, vous pouvez aller vers le club Med. Si vous n'êtes que dans l'exigence, vous faites que des mercenaires. Vous prenez des gens comme vous qui savent faire, qui s'appellent l'armée, ça marche très bien à court terme. Si vous voulez être dans la performance durable, puisque le livre, il s'agit de ça, comment je travaille avec la dynamique de mes équipes, avec les valeurs de mon entreprise pour l'inscrire dans ma performance durable, là, notre humble conseil, c'est de travailler en même temps la bienveillance et l'exigence, avec le courage de prendre les mesures qui soient, de veiller à faire grandir ses collaborateurs plutôt que de leur faire plaisir, de leur dire les choses quand ça ne va pas, d'avoir le courage de dire les choses, et courage au sens du CID. Rodrigue, as-tu du cœur? Et quand il disait ça, ça veut dire est-ce que tu vas aller en duel avec le père de celle que tu aimes? D'accord? Donc c'est pour ça, c'est lié. Et je termine là-dessus. Il n'y a pas d'équipe de sport, et vous allez voir des citations d'entraîneurs de sport qui disent « Moi, je n'ai qu'un mot, c'est quoi? C'est bienveillance et exigence. » Voilà, dans le livre. Et puis, donc dans le sport de haut niveau, c'est bienveillance et exigence, bien évidemment, dans toute discipline de haut niveau, quand on veut s'inscrire dans la performance durable. Et puis, juste un exemple qui nous tient tous à cœur pour ceux d'entre nous qui avons la chance d'être parents. Eh bien, si on est parents, la bienveillance, c'est une évidence. L'exigence me semble aussi une évidence, parce que qui d'entre nous n'a pas rêvé le meilleur pour nos chers enfants, petits-enfants maintenant, pour moi? Bien entendu. Et ça, c'est beaucoup d'exigence. C'est beaucoup d'exigence. Eh bien, si on a cette volonté de s'inscrire dans cette vertu de la juste bienveillance qui embarque l'exigence, eh bien, les communautés dans lesquelles nous sommes se porteront mieux. Ça aille de la famille à l'entreprise en passant par la nation, etc. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Et plein de détails dans le livre pour expliquer et puis surtout vous donner de comment on fait dans quelques entreprises que j'ai connues, que j'ai vues, en vous donnant des outils pour y aller, parce que c'est bien d'en parler, c'est mieux d'être un peu plus concret. Mais là, comme j'ai juste encore 6 minutes à vous accorder aujourd'hui, eh bien, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Merci Thierry. Effectivement, merveilleux teaser pour te faire revenir lors d'un séminaire où on te donnera l'espace nécessaire pour rentrer dans le détail et où l'interactivité avec les entrepreneurs sera plus facile. Nous aussi, notre timing, mais c'est de ma faute, j'ai été très bavard. Et puis, pas grave, c'était un sujet très important, là, je peux assurer. C'est un sujet qui nous a semblé important, effectivement. Fondamental. Je ne vais pas prendre de questions parce que le temps que nous avons ce matin est terminé, mais je pourrai collecter vos questions pour Thierry et les lui faire passer. Il se fera un plaisir de vous répondre s'il en a le temps, et je n'hésiterai pas à vous informer tous, bien sûr, de ces prochaines interventions. Est-ce que tu peux dire où est-ce qu'on peut t'entendre, t'écouter ou te suivre, à part sur ton TEDx et ton livre, bien sûr, que tout le monde pourra trouver? Alors, parmi les podcasts, il y a le podcast de Cédric Watine, qui est le podcast le plus vu en termes de management, c'est le numéro 1. Il y a le petit manager aussi, qui est un bon podcast. Il est monté en 5e en très peu de temps et le type est juste génial.
Il y en a un autre podcast qui est aussi très sympa qui s'appelle le SAS des leaders. Comment on passe à travers. C'est une franco-canadienne qui fait ça, qui est très bien. Mais déjà, comme vous allez leur offrir, enfin, nous vous offrons le livre, vous allez le recevoir. Et dans le livre, ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà de ce que vous dit Thierry William, c'est qu'on a pris des grands témoins. Et quand on a écrit le livre, il y en avait 6 au départ. Et les grands témoins, c'est des grands patrons. C'est le patron de Manpower. Manpower, c'est le premier employeur indirect en France de très, très loin. Il y a la présidente d'IBM France. Et il y a un membre du COMEX de Total. Il y a des gens d'entreprises moyennes. Alors, sur le livre lui-même, tel que vous allez l'avoir, vous verrez 6 grands témoins. Le livre parle de notre site. Aujourd'hui, il y en a 15. Et ces gens-là, on les a interrogés sur le sujet. Donc là, c'est pareil. Quand vous avez du temps de libre, l'écouter, c'est bien. Mais allez écouter un Philippe Gabillet, que certains d'entre vous connaissent, qui est un super orateur, qui a écrit Éloge de l'optimiste, qui a parlé sur l'audace, etc., qui fait des conférences, qui fait 50 conférences par an. Philippe, il est fabuleux. Bah, Philippe, on l'a interviewé aussi pour lui dire, c'est quoi pour toi la juste bienveillance? Donc, si le sujet vous intéresse au-delà de moi, moi, j'ai mon expérience à moi et puis j'ai repris tout ce que j'ai pu lire, entendre, etc. Mais on a pris les grands témoins. Et donc, quand vous avez un peu envie de prendre un peu de sourire un peu, de prendre quelque chose qui est plutôt optimiste, bah, vous allez sur le livre, comme il est électronique, et vous cliquez, bah, vous écoutez un des grands témoins que vous choisissez. Et puis, une version courte, une version longue. Donc, vous écoutez la version courte, ça vous plaît, vous allez sur la longue. Enfin, voilà, on veut communiquer largement et puis montrer qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens influents, de grands patrons qui ont compris que si on est dans l'exigence et la bienveillance, on est dans la performance. Merci Thierry. Merci à tous et pardon de cette frustration d'avoir envie de continuer ces conversations. C'est la preuve qu'on a bien travaillé cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à 10h30 pour de nouvelles chroniques. Vous pouvez les retrouver aussi, bien sûr, sur la chaîne YouTube Melchior Chassani Compagnie. Vous reverrez en chair et en os, n'en doutons pas, Thierry lors d'un prochain séminaire Melchior. Bonne fin de journée à vous, bonne fin de semaine et bon week-end. À bientôt. Merci.